Un peu plus de 1000 jours et un nouveau tournant dans la guerre en Ukraine avec de nouvelles armes, de nouvelles menaces, peut-être la perspective d'une négociation. Alors sommes-nous entrés dans une nouvelle phase d'escalade? Le facteur Trump va-t-il complètement bouleverser la donne? Les Européens sont-ils capables de prendre le relais si l'Amérique fait défaut? C'est le club Le Figaro International et c'est maintenant. Elsa Vidal, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, Radio France Internationale. Vous avez longtemps travaillé pour diverses ONG dans l'ex-URSS. Vous êtes d'ailleurs une spécialiste de l'espace post-soviétique. Et vous avez publié au début de cette année La fascination russe, sous-titré Politique française, 30 ans de complaisance vis-à-vis de la Russie, chez Robert Laffont. Sylvain Kahn, vous êtes professeur agrégé à Sciences Po, où vous enseignez les questions européennes au sein du département d'histoire. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la construction européenne et la géopolitique de l'Europe. Et votre dernier ouvrage, L'Europe face à l'Ukraine, est paru cette année aux presses universitaires de France. Nicolas Barotte, vous êtes le correspondant défense du Figaro. Lapsus, après avoir longtemps suivi la politique française, notamment l'Élysée, et passé plusieurs années comme correspondant en Allemagne. Aujourd'hui, bien sûr, vous observez de près la situation du front, l'état des forces et l'aide que reçoivent les Ukrainiens, et les deux belligérants d'ailleurs. Patrick Saint-Paul, vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro. Vous avez été auparavant correspondant du journal à Jérusalem, Berlin et Pékin. Vous connaissez bien l'Ukraine pour y être allé régulièrement en reportage, notamment au début de l'invasion russe en février 2022 et à plusieurs reprises depuis. Alors commençons peut-être par la nouvelle donne sur le terrain, ces missiles ATACMS américains, Storm Shadow britannique et Scalp français peut-être, qui ont commencé à être tirés par les Ukrainiens, notamment dans la région de Koursk, où les Ukrainiens occupent une partie du terrain depuis le mois d'août, mais subissent une offensive russe qui a déjà vu la partie russe reprendre à peu près la moitié. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre, ce feu vert des Américains, Elsa Vidal, à utiliser des armes contre des cibles en Russie? Alors pour moi, c'est un palier dans une conflictualité qui effectivement va en s'approfondissant ou en s'intensifiant. C'est-à-dire qu'on est un peu plus loin dans une agressivité mutuelle et plus loin dans le soutien effectivement des alliés de l'Ukraine à Kiev. Mais pour moi, ce n'est pas un tournant dans la mesure... Ça ne change pas radicalement le rapport de force. Ni le rapport de force, ni pour le moment la nature de la guerre, à mon sens. Après, la manière dont cela sera interprété de deux côtés, c'est-à-dire notre autorisation, dans une certaine mesure, pour Kiev, d'utiliser ces armes de longue portée jusqu'à 300 km à l'intérieur de la Russie. Pour moi, je n'y vois pas encore ce qui serait de nature à engager la Russie beaucoup plus avant, de manière beaucoup plus brutale, dans la guerre en Ukraine, et encore moins dans une guerre directe de confrontation avec nous étant les alliés. Mais je peux me tromper. Ce qui serait là un vrai basculement. Ouais. Sylvain Kahn, votre avis sur cette montée en puissance, cette nouveauté, ce nouveau palier, comme dit Elsa. D'abord, je crois que c'est intéressant de se rappeler que dans ces 1000 jours, l'aide des alliés de l'Ukraine a fonctionné comme ça, c'est-à-dire... toujours par palier. Ouais. Toujours par palier et toujours avec le fait que les alliés finissent par accorder ce que les Ukrainiens demandaient, avec 3 ou 6 mois de retard par rapport au moment où ils le demandaient. Bon. Ce qui fait dire à certains, et en particulier au ministre de la Défense finlandais ou au ministre de la Défense polonais, par exemple, que, en fait, depuis 2 ans et demi, les Alliés permettent aux Ukrainiens de tenir bon, mais pas de renverser le cours des choses. Voilà. Et alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste ni de défense, ni de polémologie, mais d'après ce que disent les collègues, d'après ce que je comprends, il est très peu probable
que le fait que les Américains aient accordé aux Ukrainiens la possibilité de frapper, alors attention, il s'agit bien de frapper des bases militaires, des équipements militaires, il ne s'agit pas d'autoriser les Ukrainiens à utiliser l'arme américaine de longue portée pour frapper des villes, par exemple. Il est très improbable que ça soit un tournant stratégique. Voilà. Alors effectivement, je crois que symboliquement, c'est très important. Moi, j'ai l'impression que Biden a fait ça d'abord parce qu'il était libéré de la campagne électorale, donc il pouvait faire ce qu'il avait envie de faire, et très probablement ce qu'il aurait fait plus tôt s'il n'y avait pas eu la campagne. Et puis deuxièmement, il a voulu signifier aux Russes qu'à partir du moment où Poutine internationalisait la guerre en faisant venir 10 000 soldats coréens, eh bien, il ripostait à ça de manière à dire, attention, vous ne pouvez pas vous franchir un palier. Voilà. Donc, par ailleurs, ça donne aux Ukrainiens, effectivement, un signal très fort, parce que c'est toujours pareil, on l'a vu avec les chars, on l'a vu avec les missiles sol-air dans un premier temps, il y a 2 ans maintenant. Quand les Américains décident de franchir un palier, les Européens suivent. Là, les Britanniques ont tout de suite suivi avec les Storm Shadow. Il y a eu plusieurs Storm Shadow britanniques qui ont été tirés. Pour l'instant, officiellement, pas de scalp français. Donc ça permet aux Ukrainiens, disons, de tenir, si j'ose dire, le niveau, mais très probablement que ça ne leur permettra pas d'obtenir un nouvel avantage. Nicolas Barrot, on en dit quoi dans les milieux militaires ? Il n'y a pas eu de game changer dans cette guerre depuis le début. Donc ni les chars, ni les avions. Donc, aucun des équipements qu'on a fini par fournir n'a changé ne change fondamentalement le rapport de force qui est favorable à la Russie, parce qu'elle a la masse militaire et que l'Ukraine est constamment confrontée à un manque de munitions, d'hommes, et toujours en retard. Elle est en plus en défensive. Donc là, ces armes lui permettront d'ouvrir de nouvelles possibilités en pouvant frapper la Russie dans la profondeur. Donc ça change un petit peu quand même la nature de la réflexion pour Moscou. Mais il y a quand même plusieurs bémols. C'est que malgré tout, les cibles choisies, il y a toujours une autorisation en fait, qui est donnée par les Occidentaux. Parce que pour le dossier d'objectifs... Qui, entre parenthèses, signifie qu'il y a quand même des conseillers militaires sur le terrain. Parce que techniquement, pour rentrer les coordonnées de la cible, il y a un processus un peu technique et il faut un appui occidental. Donc on pourra toujours dire, les Américains et les Européens, non à une cible si elle est trop stratégique. Par ailleurs, ces missiles sont en quantité très limitée. Il y a peu d'ATACMS, il y a peu de Storm Shadow, il y a peu de Scalp. Quand vous dites peu, c'est quoi ? Quelques dizaines ? Quelques dizaines, on n'a pas les chiffres, évidemment, c'est confidentiel, mais c'est quelques dizaines. Et c'est vrai que pour chaque frappe, il faut plusieurs missiles. Par exemple, pour une frappe de Scalp, il en faut une dizaine pour être sûr que la cible sera détruite. Donc on consomme très vite ces munitions très rares. Donc il faut bien choisir les objectifs. Et le problème des Ukrainiens maintenant, c'est quelle cible frapper. C'est que s'ils frappent des cibles militaires, c'est pas sûr qu'ils aient un effet de long terme. S'ils frappent des cibles plus stratégiques, économiques, des raffineries, des cibles plus importantes pour la Russie, est-ce que les Occidentaux seront d'accord pour les laisser avoir cette escalade? Patrick Saint-Paul, officiellement, la décision américaine a été justifiée par la présence de militaires nord-coréens, et non pas sud-coréens, aux côtés des troupes russes, plus de 10 000 apparemment, dont 500 officiers. Ça vous paraît une raison valable? C'est cohérent de répondre à la présence de renforts nord-coréens par ce type d'autorisation? C'est la raison avancée par l'administration. C'est un prétexte Biden. Ou bien ça fait du sens? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 50 000 hommes, dont 50 000 soldats, dont 10 000 Nord-Coréens qui s'apprêtent à attaquer dans la région de Koursk, où les Ukrainiens ont reperdu à peu près 40% de ce qu'ils avaient conquis depuis le début de leur offensive. Et que, on voit en rouge d'ailleurs ce qui a été reconquis sur la carte par les Russes. Dans l'argumentaire ukrainien, les Occidentaux n'ont pas toujours été d'accord avec l'opportunité de cette offensive à Koursk. Mais aujourd'hui, dans le plan qui est présenté par Zelensky, il considère que Koursk est une carte maîtresse dans les négociations avec Poutine et qu'il ne faut pas la perdre. Pour un échange de territoire. Pour un échange de territoire, ou en tout cas pour négocier des choses le jour où des négociations de paix seront engagées. Et donc dans cette logique, il y avait une certaine logique à ce que l'administration américaine, à partir du moment où il y a une forme d'internationalisation du conflit avec les forces nord-coréennes,
ça lève cette réserve qui était sur... en fait, on franchit un pas de plus dans la co-belligérance, même si c'est un terme qui n'existe pas en international. Mais les Occidentaux en tout cas, pour l'administration russe, eux disent que de toute façon, ce sont les conseillers étrangers qui rentreront les coordonnées dans les missiles et que donc c'est eux qui choisiront les cibles qui seront frappées en Russie et qui s'exposent à des représailles le jour venu. Est-ce que les Occidentaux ont raison de dire que l'arrivée de ces soldats nord-coréens aux côtés des Russes, que ça c'est une escalade? Oui, c'est une escalade, mais encore une fois, est-ce qu'on doit parler de tournant? Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de retard à l'allumage sur cette question, dans la mesure où j'ai été prise, je pense, à un dispositif russe qui a été quand même bien pensé, qui est que, certes, ce sont des Nord-Coréens, mais pour l'instant, ils sont en Russie. Oui. Alors, du point de vue du droit international, ça nous met tout de même face à une limite. Du moment où ces soldats seront vus sur le territoire ukrainien, et pour l'instant, ce n'est pas le cas, oui, là, on serait en droit de dire... Vous avez raison, la Russie se défend sur son territoire. Elle attaque en Ukraine. Elle a des accords de sécurité avec un État dont nous n'apprécions pas la politique, certes, qui est un pourvoyeur d'armes et de soutien au terrorisme international qui nous vise, certes, mais pour le moment, je dirais que le truc russe a été de les contenir sur le territoire russe, et moi ça m'a ralenti dans mon appréciation de la situation. Pour les Américains, il était important de marquer le coup, et je pense qu'en effet ils se sentent directement concernés, puisque une des raisons d'être, le principal ennemi de la Corée du Nord, ce sont les États-Unis, et que cette décision n'a pas pu être prise sans l'aval de Pékin. Même si Pékin n'en est pas très heureux, si Pékin s'y était véritablement opposé, cette coopération sous cette forme-là n'aurait pas eu lieu. Patrick Saint-Paul, vous qui avez été en poste à Pékin. C'est clair que Pékin n'est pas très heureux, mais qu'ils ont donné leur accord. Et on voit aussi, ça arrive au moment où Pékin promet des drones pour la première fois, livre officiellement, parce qu'on dit qu'en sous-main, il donne aussi des armes. On parle de plus d'1 million d'obus qui auraient été livrés par les Chinois aux Russes. Mais là, pour la première fois, ouvertement, ils veulent fournir des drones, donc des armes de combat aux Russes. Donc il y a aussi, de ce côté-là, une internationalisation du conflit. Alors, il y a eu donc l'arrivée de ces soldats nord-coréens. Les Occidentaux disent que c'est une escalade. Ils répondent par les ATACMS et les autres missiles. Et Poutine lui-même répond, escalade, avec le tir d'un missile hypersonique pour la première fois, qui s'appelle Oreshnik, ça veut dire noisetier, je crois. Oui, ça veut dire un joli nom pour un missile. Alors oui, sur l'internet russe, on en plaisante beaucoup, parce que c'est aussi le nom d'un alcool un peu de contrebande qu'on va consommer la nuit dans les pharmacies, en fait. C'est un distillat. C'est très russe, alors. Oui, on va consommer, c'est du 70 degrés, voilà, quand les bars sont fermés. Donc, ceux qui sont hostiles à la guerre, évidemment, sur les réseaux Telegram russes, plaisantent en ce sens. Mais plus sérieusement, quand même, de nombreux analystes, même si personne ne détient le fin mot pour le moment, mais de nombreux analystes disent qu'en fait, il s'agirait d'un missile qui a été transformé, il y a un signalement nucléaire. L'idée, c'est de nous faire passer qu'on pourrait tirer des missiles de moyenne portée continentale sur l'Ukraine, mais aussi sur nous, du coup, puisque l'Europe est concernée, non pas les États-Unis, et que si on le souhaitait au Kremlin, ce missile qui n'était pas chargé nucléairement cette fois-ci pourrait l'être. D'autres nous disent... c'est même sa vocation, apparemment. C'est un missile balistique de portée intermédiaire. Nicolas Barotte, vous êtes le spécialiste de ces questions. Donc c'est une portée entre 500 et 5500 km. Des armes qui étaient il arrive sur sa cible à Mach 10. C'est ça. Et je l'ai Mach ça va très très vite. Ça va très très vite. Il est mirvé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs têtes qui se séparent. Ça le rend extrêmement difficile à intercepter. Donc s'il y a une charge nucléaire, évidemment, c'est extrêmement destructeur. C'est la première fois qu'on voit ce tir testé sur un terrain de combat. Et les Occidentaux pensent que les Russes n'en ont pas beaucoup. C'est encore plus ou moins au stade expérimental. C'est expérimental, effectivement. C'est un dérivé d'un missile RS-26 Rubez, des experts. C'était surtout des missiles qui étaient interdits par le traité FNI, dont les États-Unis... C'est quoi le traité FNI, pardon traité sur les armes à portée intermédiaire, qui était censé protéger le continent européen, puisqu'on interdisait les missiles de cette moyenne portée. Mais
Les Russes ont contourné ce traité en travaillant sur des différents types de missiles. Les Américains, sous Trump, ont dénoncé le traité, et donc depuis 2019, il n'est plus en vigueur. Et donc, Poutine montre aussi, avec ce tir, qu'il a cette capacité maintenant de frapper le continent européen. On va écouter ce qu'en dit le président russe, Vladimir Poutine. Повторю. Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Bon, on reconnaît la rhétorique habituelle du président russe, mais j'ai été frappé ces derniers jours. Bruno Tertrais de la Fondation pour la recherche stratégique a écrit une tribune dans laquelle finalement il dit au bilan l'escalade est très maîtrisée par à la fois Joe Biden à Washington et Vladimir Poutine. Sylvain Kahn, c'est votre avis aussi? C'est ce que dit Bruno Tertrais, en tous les cas, depuis le tout début du conflit. Il fait partie de ces spécialistes qui ont, dès le départ, considéré que les menaces nucléaires, puis les changements, on en a au deuxième changement de doctrine nucléaire de la Russie depuis le début du conflit, et à la troisième ou quatrième menace, c'était vraiment du bluff, et qu'il ne fallait surtout pas que... Là, il y a un message nucléaire aussi derrière ce tir de missile. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'affoler. En tout cas, c'est ce que disent les chercheurs comme Bruno Tertrais, parce qu'on a effectivement par ailleurs tout un tas de données qui vont plutôt dans le sens on pourrait dire comme ça, d'un affaiblissement ou d'une espèce d'érosion en réalité de la base industrielle, financière et économique russe. Bon, voilà, alors effectivement... Oui, mais ça plaide pas forcément contre l'usage de l'arme nucléaire, peut-être même au contraire. Après, c'est vrai que de toute façon, dans le cadre de l'OTAN, on sait très bien que... Enfin, les Russes savent très bien que si jamais ils envoyaient une charge nucléaire sur un des pays membres de l'OTAN, c'est le principe de la dissuasion nucléaire, ils s'exposeraient... Oui, mais quid d'une frappe nucléaire tactique en Ukraine même? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Implicite et sous-jacent. Donc c'est le retour à cette menace-là qu'on a déjà eue et qui nous a amené à l'examiner et à la commenter peut-être il y a un an de manière assez régulière. Ce qui est intéressant, moi je trouve, dans le dispositif qu'on a vu avec Vladimir Poutine, en majesté ou en responsabilité en tout cas, dans un bureau assez austère, avec un langage corporel et facial plutôt quand même pensé pour les Russes, parce qu'en Russie on ne sourit vraiment pas. Plus on a d'autorité, de niaiserie. Oui, plus on a d'autorité, moins on sourit, puisqu'on n'a pas à se faire apprécier en réalité. On exerce une responsabilité et on a un pouvoir. Donc dans la vie professionnelle, on ne sourit pas, alors qu'en Europe, on a quand même tendance à accompagner nos interventions par un sourire. Je vous souris, on se fait comprendre par le fait que nous sommes dans un espace sans menace entre nous et nous acceptons le dialogue. Donc Vladimir Poutine, sobre, à la différence peut-être de Dmitri Medvedev récemment, ou des commentateurs qui d'habitude nous montraient les dégâts que nous encourions peut-être en 1 ou 2 minutes, nous toutes les capitales occidentales. Donc je pense que Vladimir Poutine et ses techniciens, ses politechnologues ont décidé de reprendre la main sur la capacité à nous dissuader par le nucléaire. Et c'est plus efficace en effet, nous y prêtons beaucoup plus attention, alors que nous avions un peu cessé de les croire et nous nous en moquions. Mais je rejoins vraiment Bruno Tertrais et ce que vous disiez, en fait, on est plutôt dans une dissuasion selon le manuel de dissuasion, et dans ce manuel-là, on n'est pas très haut dans la menace. D'ailleurs, les États-Unis ont été la posture physique de l'arsenal n'a pas bougé. Non, et les États-Unis ont été avertis de ce tir quelques temps auparavant. Un mot quand même sur le fait que la Russie s'épuise. Il y a les deux, on entend de manière très marquée les deux arguments, c'est-à-dire soit au contraire, on a le général Cavoli, commandant, chef de l'OTAN, qui dit la Russie sortira plus forte de cette guerre qu'elle ne l'est aujourd'hui, et d'autres disent, comme Anna Kolevadev par exemple, que la Russie s'épuise et que derrière
son effort de guerre, en fait, elle s'appauvrit, elle s'affaiblit. Comme l'URSS en réalité, c'est-à-dire que l'arsenal grandit, mais la capacité de la société à être performante dans les champs autres que militaires, elle s'épuise, et toutes les ressources sont mises au profit du développement de la capacité militaire. Enfin, pour le budget 2025, on est à 40% du budget qui va être consacré. En tout cas, 6% du PIB. Voilà, en tout cas sur le papier, il faut toujours faire la différence. Un papier est réel en Russie. Quand on parle d'économie de guerre, ça c'est la traduction réelle, alors qu'en Europe de l'Ouest, effectivement, ce qu'il y a de vrai, c'est que cet effort est accompagné par des techniciens financiers, c'est-à-dire la responsable de la Banque centrale et aussi German Gref, qui est le responsable d'un très grand réseau de banques extrêmement novateur. Donc les meilleurs techniciens de l'effort économique et financier russe sont mis au service de la résistance du système qui est prévu pour être efficace et optimal jusqu'à 2026. Et c'est pour ça que 2025 est si important, et c'est pour ça aussi que les Russes mettent la pression maintenant, c'est que au-delà de 2025, en fait, l'économie russe qui est déjà en surchauffe avec un taux d'inflation incroyable parce qu'on déverse des quantités d'argent sur le système qui sont très impressionnantes, eh bien cette économie en surchauffe peut tenir. Au-delà de 2026, il faudra penser à d'autres mesures. Donc les deux sont vrais concomitamment. Un mot quand même sur l'état des forces ukrainiennes. Patrick Saint-Paul, ils ont du mal à recruter assez de soldats. On voit qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter, à remplacer les hommes qui disparaissent. Donc, on n'entend plus trop parler du matériel européen, les chars, on ne sait pas. Oui, ça n'a pas l'air de marquer beaucoup de points sur le terrain. C'est que le matériel, là, une fois de plus, c'est un nouvel exemple avec les missiles de ATACMS et les Storm Shadow et éventuellement les Scalps. Ils arrivent toujours trop tard en réalité, puisque à chaque fois, on en parle pendant des mois, les Russes ont le temps de se préparer à l'arrivée de ces matériels et ils anticipent d'une certaine façon. Là, par exemple, en retirant leur centre logistique, leurs troupes au-delà de la portée des missiles en question. Est-ce qu'il y aurait un risque, est-ce que vous êtes inquiet pour l'hiver qui commence, côté ukrainien, que les forces ne puissent pas tenir? Les Ukrainiens disent qu'à l'état-major, en fait, des deux côtés, les deux armées sont assez essoufflées, mais qu'en gros, ils ont de quoi tenir encore quelques mois. Déjà, ça fait bien longtemps, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont, en dehors de ce qui est en cours à Koursk, qui n'ont plus fait d'efforts offensifs dans le Donbass. Hormis Koursk, vraiment, il n'y a plus d'offensive. C'est que de la défense et colmater les brèches. Et ils reculent doucement, mais sûrement tout de même dans le Donbass. Alors, sur ces entrefaites, donc, va survenir Donald Trump, qui a promis de régler ce conflit en 24 heures. On va écouter ce qu'en dit le président Zelensky. If they will cut, I think we will lose. Of course, anyway, we will stay, we will fight. We have our production, but it's not enough to prevail, and I think it's not enough to survive. But that will be, if such choice will be American choice, so we will decide what we will have to do. C'est assez dramatique comme déclaration, Nicolas Barotte. Si les Américains coupent leur aide, nous perdrons. C'est la réalité, c'est que pour l'instant, l'Ukraine a tenu grâce à l'aide américaine en munitions, en matériel. Si Donald Trump décide de réduire cette aide, il va contraindre les Ukrainiens à négocier en position de faiblesse, puisque sur le terrain, ils n'ont pas l'avantage. Et comme pour Trump, l'Ukraine n'est pas une priorité stratégique, il n'y a pas de raison de soutenir les revendications ukrainiennes. Donc il peut céder à beaucoup de demandes de Poutine, par exemple sur l'OTAN. C'est qu'au dernier sommet de l'OTAN, il a été décidé que l'Ukraine avait vocation à rejoindre l'Alliance. Mais Trump peut tout à fait revenir sur ce sujet-là, et donc se poseront les questions des garanties de sécurité que l'Ukraine pourrait recevoir. On ne va pas brûler les étapes, on parlera de ça. Sylvain Kahn, dans votre papier, dans votre tribune, où vous dites aux Européens, oui, on peut continuer à aider l'Ukraine, à un moment, vous mentionnez qu'il doit être possible de convaincre Donald Trump de l'intérêt stratégique pour les États-Unis de continuer à aider l'Ukraine. Vous croyez vraiment que Donald Trump peut être convaincu? Je crois, disons, j'ai pas de certitude. Et vous lui diriez quoi pour le convaincre? Quand j'essaye de l'appeler, pour l'instant, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Mais bon, voilà. Mais Patrick vous passera son portable un peu plus tard. Oui, parce que c'est ça. Moi, je n'ai le portable que de ses collaborateurs. Mais disons que, d'abord, je crois qu'on peut tous constater
que pendant sa campagne électorale, Trump finalement est resté très très flou sur ce qu'il fera lorsqu'il reviendra au pouvoir, s'agissant de la politique ukrainienne des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, si on regarde son entourage proche, y compris parmi les gens qu'il est en train de nommer dans sa future administration, il y a manifestement des options très contradictoires qui sont représentées. Donc là non plus, on ne peut pas considérer qu'en regardant l'équipe qu'il est en train de mettre en place, qu'on sait d'ores et déjà ce qui va se passer à partir du mois de janvier 2025 dans la nouvelle administration. Et puis troisièmement, il ne faut pas oublier, alors évidemment c'était il y a très longtemps, que lorsque Trump était au pouvoir entre 2016 et 2020, il a par exemple envoyé augmenter le nombre de soldats américains sur ce qu'on appelle le flanc est de l'OTAN, donc très concrètement en Pologne. Et donc pour en venir directement à votre question, quels sont les arguments que pourraient éventuellement tenter d'utiliser les Européens ? C'est peut-être de, on va dire, je ne dirais pas de faire prendre conscience à Trump, parce que sans doute qu'il le sait déjà, mais pour l'instant il fait comme si ce n'était pas un sujet, qu'on voit bien, on en a parlé tout à l'heure, que derrière l'État russe et donc l'offensive russe, il y a la Corée du Nord, dont Elsa rappelait que c'était quand même l'un des ennemis numéro 1 des États-Unis, en tout cas dans la galaxie Trump. Deuxièmement, il y a l'Iran, qui soutient énormément la Russie. Et troisièmement, il y a la Chine. Et donc, 3 rivaux des États-Unis. Voilà, 3 rivaux des États-Unis. Ils devraient, selon vous, comprendre que c'est un affaiblissement stratégique considérable à travers une éventuelle défaite de l'Ukraine. Disons qu'en tous les cas, ça permet quand même de considérer que Trump peut être accessible, j'allais dire, à une certaine vision diplomatique des choses. Je trouve que par ailleurs, je pense que c'est une réalité historique. Les Européens ont certes beaucoup de lacunes, on va le dire comme ça, mais je crois que s'il y a bien un domaine dans lequel ils excellent, parce que ça fait très très longtemps qu'ils développent ça, c'est la diplomatie. Et quand je dis la diplomatie, je ne parle pas que de la diplomatie de M. Borrell, qui est le ministre des Affaires étrangères européen, mais en fait de la diplomatie européenne, c'est-à-dire des 27 Quai d'Orsay, plus du Quai d'Orsay de l'Union européenne. Et donc, alors par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que dans l'état actuel des choses, ça a encore été rappelé au mois de novembre par les données de l'Institut Kiel, pour l'instant, si on additionne tout, l'aide européenne à l'Ukraine est supérieure à l'aide américaine. S'agissant spécifiquement de l'aide militaire, si on globalise l'Union européenne en tant que telle, les 27 États membres, plus le Royaume-Uni, la Norvège, l'Islande et la Suisse, l'aide militaire européenne est équivalente à l'aide américaine. Donc en réalité, la question qui se pose, c'est si jamais les Américains coupaient ou diminuaient drastiquement leur aide, est-ce que les Européens pourraient compenser ? Mais pour l'instant, les Européens l'ont bien rappelé, il y a eu une série de déclarations et de réunions diplomatiques au sommet la semaine dernière. Pour l'instant, les Européens disent, nous, quoi qu'il arrive. On continuera. C'est ce qu'ils disent, on verra. Mais quoi qu'il arrive, on continue. Donc ce que je veux dire, c'est que Trump, pour l'instant... C'est pas la fin du monde le 20 janvier prochain. Il y a des signaux qui lui sont envoyés par les Européens, comme quoi... Et ils essayent de se réunir en ce moment même. Ce mardi, à l'OTAN, il y a une réunion avec l'Ukraine. Elsa Vidal, est-ce que Poutine se réjouit de l'élection de Donald Trump ? Alors oui, il se réjouit de la division et du temps que cela nous fait perdre, puisque naturellement ça met en question la pérennité du soutien américain, et ça oblige nos dirigeants à penser et créer peut-être de nouvelles solutions, et donc cela veut dire du temps, des initiatives diplomatiques, des efforts aussi financiers, de la créativité à mettre en œuvre. Tout ça, ça veut dire que nous sommes ralentis sur d'autres questions qui seraient fournir rapidement un appui militaire. Donc la division et les inquiétudes, oui, ça c'est une mise à profit. Ensuite, on sait que Donald Trump entretient depuis au moins 1987 des relations de business particulièrement privilégiées avec certains hommes d'affaires qui sont aussi proches des cercles du pouvoir en Russie. On ne dit pas du tout que Donald Trump est un agent russe, mais qu'il a un contact privilégié et puis qu'ils ont, lui et Vladimir Poutine, une relation. Ils se sont vus à plusieurs reprises, même après la fin du mandat de Donald Trump. Il y a même eu des
rencontre sans que Donald Trump ait son propre interprète, ce qui est quand même aussi une marque de confiance ou de bêtise, ça c'est à apprécier, dans la qualité de votre interlocuteur, parce que vous acceptez que les propos qui vous soient rapportés le soient par quelqu'un qui travaille pour lui. Donc il y a cette proximité, une relation qui est plutôt bonne, mais qui peut marcher aussi dans le sens d'un canal pour faire pression sur Vladimir Poutine, du point de vue de Donald Trump. Et puis Vladimir Poutine, je pense qu'il ne sait pas précisément ce que va faire Donald Trump. Il a intérêt à le prétendre, ça il l'a fait publiquement, et il ne le sait pas, et c'est pour ça aussi qu'on voit cette poussée sur le terrain pour que avant le 20 janvier, il y ait un changement. Nicolas Barotte, est-ce que les Européens pourraient compenser l'aide des États-Unis ou est-ce qu'on est au bout de nos capacités ? Puisqu'on est dans un mouvement de montée en puissance aussi de la production de défense européenne. Il y a une prise de conscience des Européens, c'est net, il y a une volonté de faire plus. Maintenant, on a bien vu l'année dernière, dans les derniers mois, sur les munitions, à quel point c'était compliqué pour... on les a livrés, ce million d'obus, on l'a livré finalement ou pas tout à fait ? Non, pas tout à fait. Pas vraiment. Mais ça a été plus lent, plus difficile plus long et que prévu. Sur les chiffres de kill, il y a beaucoup de promesses et beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait réalisées. Donc il y a de la volonté, mais il n'y a pas beaucoup de moyens. On parlait des missiles de longue portée, on n'en a pas beaucoup en Europe, donc on ne pourra pas en fournir beaucoup. Alors il y avait en début de semaine... Les missiles, c'est l'Allemagne qui a les missiles Taurus qu'elle a en quantité et qu'elle refuse de livrer. Et la France pour des raisons de politique intérieure, essentiellement. Pour des raisons de politique intérieure. Avec le résultat des élections. Avec le changement de pouvoir en Allemagne. Le candidat conservateur, Friedrich Merz, a dit qu'il était prêt à aider l'Ukraine beaucoup plus. Mais tout de même, on parle de capacités considérables. Le Financial Times a montré en début de semaine que l'ensemble, si l'Europe devait compenser toute l'aide américaine à l'Ukraine, ça représenterait 0,3% du PIB européen. C'est pas considérable. En volume, c'est faisable. Il y a beaucoup de capacités qui sont manquantes aux Européens, en termes de renseignement, de cyber, c'est des choses très techniques. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on peut le faire facilement. Donc il y a un volume financier qui est disponible et les Européens pourraient le faire. Après, il y a les divisions des Européens. Il y a aussi différentes approches. Effectivement, les Allemands, c'est compliqué. Politique intérieure. On voit bien que sur le flanc Est, la Hongrie est opposée. On a vu en Roumanie la percée de l'extrême droite. Donc les Européens ne sont pas non plus unis sur quoi faire et comment mettre un terme à la guerre. Et même entre des pays qui sont proches, des différences de point de vue. Je ne suis pas certain qu'entre Français, Allemands et Italiens, on ait la même vision de la fin de la guerre et de la négociation. D'ailleurs, on n'en discute jamais. Est-ce qu'on va commencer à en discuter ? Parce que précisément, c'est notre troisième point, la perspective. Tout le monde parle de négociations, y compris Zelensky, y compris Poutine, pas toujours dans les mêmes termes, évidemment. Les Occidentaux commencent à s'y préparer. On essaye de trouver quelles devraient être les garanties de sécurité pour l'Ukraine, peut-être aussi d'ailleurs pour la Russie. Est-ce que là, l'Europe a vraiment un rôle actif à assumer, Sylvain Kahn ? Disons, oui, elle a un rôle à assumer. La question est de savoir, effectivement, dans quelle mesure, dans l'hypothèse où il y aurait une espèce de dialogue direct entre les dirigeants américains et les dirigeants russes à partir du 20 janvier sur un règlement du conflit, est-ce qu'ils interrogeraient ou est-ce qu'ils consulteraient les Européens ? Probablement que non. Donc les Européens... C'est-à-dire, attendez, on peut envisager, parce que apparemment certains l'ont envisagé, une discussion directe entre Trump et Poutine, sans même les Ukrainiens ? C'est ce qu'on craint. Oui, ça on peut l'envisager. Après, ça ne veut pas dire que ça marchera, parce que comme vient de le dire Zelensky dans l'extrait que vous avez diffusé, Zelensky a dit nous on prendra acte des décisions de nos alliés, mais si on doit se battre tout seul jusqu'au dernier, on le fera. Donc, en même temps, il faut bien reconnaître que la société ukrainienne est quand même très fatiguée aussi. Elle est très fatiguée, mais elle est aussi très mobilisée et dit on se battra jusqu'au dernier. C'est vrai que c'est shakespearien et héroïque, mais en tout cas... Est-ce que ça correspond à une réalité sur le terrain, Patrick Saint-Paul ? Se battre jusqu'au dernier, c'est nous qui le disons. On se battra jusqu'au dernier ukrainien, n'est-ce pas ? Oui, il y a beaucoup de... au début de la guerre, les gens se sont mobilisés en masse et faisaient la queue devant les bureaux de recrutement.
Évidemment, c'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il y a des skieurs qui tentent de fuir la mobilisation, et qu'on voit qu'il y a les gens sur le front, en fait, sont extrêmement en colère contre toute cette jeunesse des villes qui danse dans les boîtes de nuit, qui va dans les bars, au lieu de venir sur le front. Et au-delà de ça, ils sont aussi un peu refroidis par la baisse du soutien de la population, où ils ont l'impression que les gens ne sont pas tous aussi mobilisés qu'ils devraient l'être dans l'effort de guerre, c'est-à-dire à se consacrer. S'ils ne peuvent pas aller eux-mêmes sur le front, c'est à envoyer de l'argent, à faire des dons. Le fait que le président a terminé son mandat le 19 mai dernier, qu'il a été reconduit sans violer la Constitution, mais disons parce qu'il y a l'état de guerre prononcé dans le pays, donc on ne peut pas organiser d'élections, ça l'affaiblit aussi quand même. Oui, ça l'affaiblit. Le débat a lieu malgré tout. C'est-à-dire des questions qui, auparavant, étaient peut-être mises de côté, des questions de politique, et de division de la société ou du champ politique en Ukraine, réapparaissent. Elles ne réapparaissent pas encore de manière à fragiliser complètement l'agenda politique et la légitimité politique de Volodymyr Zelensky. On voit dans les différents sondages que tant en Russie qu'en Ukraine, une part croissante de la population souhaite un règlement et une fin de cette guerre. On est enfin arrivé à ce stade d'un tout petit peu plus de 50% de la population qui voudrait une fin de la guerre le plus rapidement possible dans les deux sociétés. Ça témoigne effectivement d'une fatigue. Mais pour le moment, en tout cas, je pense que la plupart des dirigeants occidentaux voudraient bien avoir le soutien dont jouit encore Volodymyr Zelensky à la faveur de cette guerre. C'est absolument vrai. Et la question de se battre jusqu'au dernier, eh bien, évidemment, il y a probablement une partie de la population qui serait en faveur de la négociation et une autre partie qui continuerait le combat. Et c'est d'ailleurs la difficulté des scénarios qui demanderaient trop de concessions à l'Ukraine ou de manière trop rapide ou trop brutale. C'est que pour rechercher la paix, on pourrait assister en fait à une fracturation du front et à l'apparition de conflits plus disséminés et avoir une multitude d'interlocuteurs. Et ça aussi, c'est un danger en fait, parce que quand le niveau d'insécurité monte, parce que vous ne voulez pas signer une guerre, un cessez-le-feu qui vous semble injuste, si vous avez plusieurs factions et des légions qui continuent le combat dans différents endroits, et puis peut-être des Polonais qui vont se sentir de plus en plus fragilisés à la proximité d'un État russe triomphant, eh bien ça peut être aussi un risque sécuritaire qui, à mon avis, est véritablement sous-estimé du côté occidental. Non pas parce qu'on est bête, mais parce que l'histoire longue nous a plutôt, en Europe, encouragé à considérer qu'on pouvait faire des deals avec la Russie et que ça calmait le système. Et en fait, on a quand même beaucoup de conflits gelés. Mais quand on parle d'un arrêt des combats en 2025, on parle de quoi? D'un cessez-le-feu ou le cessez-le-feu n'est qu'un volet et il faudrait y ajouter un règlement politique à long terme, à court terme. Patrick Saint-Paul, qu'est-ce que ça recouvre les possibilités? Il y a les garanties sécuritaires qui sont un élément essentiel, puisque avant la base, c'est un cessez-le-feu. La base pour obtenir le cessez-le-feu, c'est d'avoir des garanties de sécurité. Sinon, on ne peut pas avoir un cessez-le-feu si on dit on arrête les combats demain. Est-ce que le cessez-le-feu n'est pas le préalable à la discussion politique? Non, il y a d'autres pistes qui sont aussi envisagées. Il y a plusieurs pistes qui sont envisagées en parallèle. Typiquement, dans la diplomatie et dans les conflits, par exemple le Haut-Karabakh, qui est aussi un conflit de la région, soit on commence par négocier sur le conflit chaud lui-même, donc cesser le feu pour qu'après on puisse discuter du reste. Soit on avance sur des questions techniques qui sont plus faciles à résoudre de manière à recréer de la confiance. Qu'est-ce que vous appelez des questions techniques? Les questions techniques, c'est notamment ce qu'a évoqué le président Zelensky récemment. Il a dit directement, enfin en s'adressant à Vladimir Poutine, qu'on pourrait se mettre d'accord sur un arrêt des frappes sur les sites énergétiques des deux côtés. Je ne frappe plus tes raffineries et tu arrêtes de faire sauter mes centrales thermiques. Alors qu'il y a une stratégie russe très, très affirmée de priver les Ukrainiens d'électricité pendant l'hiver. Il propose lui aussi en miroir d'arrêter de taper sur les capacités de raffinerie russes. Et ça, c'est typiquement le point d'entrée en déconflictualisation, c'est-à-dire les négociations pour faire tomber le niveau. Mais on voit bien que là aussi, il y a des déséquilibres. La Russie n'est pas menacée de passer l'hiver sans chauffage. Si, bien sûr. Non, bien sûr que non. Alors que l'Ukraine, oui. Mais
comme on l'a bien noté depuis le début de ce conflit, les hydrocarbures, jusque-là, et plus encore, depuis le début de la guerre, pour d'autres raisons, c'est la ressource très... c'est 45% du budget fédéral. Et c'est un très bon point d'entrée, puisque c'est effectivement un peu éloigné. Il y a eu une réponse russe, quelle qu'elle soit. Mais elle n'arrivera pas publiquement. Mais c'est très éloigné des questions qui fâchent profondément, qui sont à la racine du conflit des deux côtés de la ligne de front. Donc on a ces deux approches, et je dis qu'il y a vraiment des diplomates qui sont favorables à cette deuxième approche. Claude Blanche-Maison, qui a aussi été ambassadeur en Russie, la promeut, et il a une expérience de négo avec les Russes qui est intéressante. En tout cas, ça se pratique très régulièrement pour essayer de recréer de la tension et de ramener autour d'une table des gens qui ne veulent plus se parler. Sylvain Kahn, vous dites que les Européens doivent continuer à aider les Ukrainiens, bien sûr militairement, mais sous l'angle diplomatique, quel type de renfort peut-on apporter aux Ukrainiens dans la période qui s'ouvre? Ce que font beaucoup les Européens d'ores et déjà, j'ai envie de dire, comme d'habitude depuis 40 ans dans leur politique étrangère, c'est qu'ils sont très investis dans la reconstruction. Oui. Et la reconstruction, c'est pas des plans sur quand le conflit sera terminé, voilà comment... La reconstruction, c'est 500 milliards de dollars estimés. Oui, mais c'est aussi de la reconstruction, si j'ose dire, au jour le jour, parce que comme ça vient d'être rappelé, dans la stratégie russe, il y a le bombardement ou la destruction systématique d'un certain nombre d'équipements civils, également des réseaux critiques, en particulier des réseaux énergétiques. Et donc, que ce soit les écoles, les hôpitaux, les réseaux d'adduction d'énergie, ça, c'est des reconstructions permanentes au quotidien, qui sont à la fois coordonnées par l'UE, financées par la Banque européenne d'investissement, financées par la BERD, et avec, dans chacun des 27 États membres de l'UE, vous avez un responsable, qui peut être ici un secrétaire d'État, ici un délégué interministériel, en charge de l'aide à la reconstruction de l'Ukraine. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose... On ne peut pas recommencer la reconstruction avant qu'il y ait au moins une trêve de long terme. Si, parce que, je veux dire, il faut bien que les gens, le plus possible, en tous les cas, continuent à se chauffer, à s'éclairer. Donc il faut... oui, on est dans un espèce de tonneau des Danaïdes, mais qu'on arrive quand même plus ou moins à combler. C'est-à-dire qu'on reconstruit, alors le on, c'est les Ukrainiens, mais aidés par les Européens, à reconstruire semaine après semaine ce que l'armée russe détruit essaye de détruire de manière systématique en bombardant les villes. Ouais. Est-ce que les opinions publiques européennes vous paraissent suffisamment mobilisées et conscientes de l'impact que pourrait avoir sur leur propre vie et leur propre pays une éventuelle défaite de l'Ukraine, une victoire de la Russie? Il y a différentes manières de répondre à votre question. Bon, d'abord, on peut considérer qu'on regarde les opinions publiques nationales et que là, on peut se dire, il y a des sociétés au sein des États membres de l'UE qui sont beaucoup plus, comme vous le dites, conscientes. Et là, bon, c'est, j'ai envie de dire sans surprise. Mais après, les Baltes, les Polonais... Les Baltes, les Polonais, les Finlandais, les Suédois, mais aussi... Ce qui est étonnant, c'est que près de la Russie, mais plus au sud, Roumanie, Hongrie, là, on a des opinions publiques qui votent pour des pro-russes. Oui, ou qui sont, j'ai envie de dire, qui sont plus partagées, mais il y a aussi, dans les opinions publiques où le soutien est vraiment surreprésenté, on a aussi les Portugais et les Néerlandais. Ouais. Bon, il y a des pays... En France, disons, dans quasiment tous les pays de l'UE, ça reste, disons, le soutien est fort. Le soutien à l'Ukraine reste majoritaire. Et en fait, ce qui varie, c'est si ce soutien est très très net ou... oui, mais c'est un soutien un peu intellectuel. Les gens sont-ils prêts à vraiment faire des efforts? Mais ils le font déjà. Ah oui, ils ont payé pour ça. Je veux dire, l'inflation des prix énergétiques depuis 2 ans, l'inflation des prix alimentaires, c'est des efforts que les gens font déjà. Alors ça peut avoir des répercussions qui peuvent être considérées comme paradoxales, puisqu'il y a également du coup une dynamique ou une surreprésentation des partis qu'on appelait avant, bon maintenant ils ont un peu tamisé leur soutien qu'on appelait pro-russe, comme on vient de le voir en Roumanie, là il est ouvertement pro-russe, mais néanmoins on trouve en même temps dans les urnes un soutien qui monte, il n'est pas forcément majoritaire, à des partis pro-russes,
Et en même temps, le fait que les gens disent bah oui, il faut continuer à soutenir les Ukrainiens. Donc c'est un peu compliqué. On va dire, c'est un peu compliqué au sens de, on ne sait pas forcément de quel côté ça va basculer, mais dans l'ensemble, pour l'instant, il y a une conscience chez les Européens, dans la majorité des opinions publiques européennes, qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine à la fois parce que ça paraît juste, par rapport aux valeurs qui sont celles des Européens, et aussi parce que ça relève de l'intérêt des Européens. Il y a plein de gens qui ont bien compris que les Russes ne sont pas du tout des voisins sympathiques. Avec une limite qui est l'envoi de troupes, quand même, on a vu lorsque Emmanuel Macron a lancé le débat au printemps dernier, que l'électorat a été, d'ailleurs ça explique en partie aussi le résultat des élections législatives, que l'électorat était quand même relativement contre l'envoi de troupes, et ça pose un problème à l'avenir pour les garanties de sécurité, justement, parce que si dans le cadre d'un cessez-le-feu, on envoie des forces, il est question d'une force franco-britannique auquel se grefferaient d'autres pays, eh bien il faudra vendre ça à l'opinion publique en France et au Royaume-Uni, et c'est pas tout à fait gagné. Dans quel contexte pourrait s'inscrire cette présence de forces d'interposition? C'est quoi le schéma, Nicolas Barrot, d'un accord possible tel qu'il est envisageable aujourd'hui en Ukraine qui permette de mettre fin, au moins provisoirement, à cette guerre? Les Ukrainiens voudront des garanties tangibles d'assistance, de protection. Mais avec Trump, ils n'auront pas une invitation à entrer dans l'OTAN. En plus, l'OTAN risque d'être sérieusement dévalorisée. Donc ce chemin d'accès semble assez bouché. Donc il ne reste pas beaucoup de possibilités. Il faudrait qu'il y ait des militaires d'autres pays présents sur le terrain pour pouvoir dire à la Russie, si jamais vous vous attaquez, vous attaquerez aussi des militaires britanniques, français ou autres. Ça rentre dans la catégorie des forces des garanties de sécurité, ça? Oui, c'est possible. Ouais. Et c'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron il y a quelques mois pour dire on envoie des gens sur le terrain pour des missions. Alors, il y a une réflexion franco-britannique. Oui, parce que c'est les deux pays qui ont l'expérience militaire qui peuvent le faire, qui ont l'expérience des combats et qui sont en mesure d'envoyer des troupes. Et on parle de quoi? On parle d'un gel du front dans la position où il est aujourd'hui, ou bien on sait que Poutine a annexé deux oblasts dans le Donbass qu'il ne contrôle pas entièrement. Est-ce qu'il revendiquerait qu'on les lui donne entièrement? Il n'y aura pas forcément de paix définitive. On a bien vu, après 2014, comment les escarmouches se sont poursuivies. Oui, c'est la deuxième guerre d'Ukraine. Malgré les accords de Minsk. La première a déjà donné lieu à un conflit gelé. Comment? Donc il y aura toujours cette volonté. Par ailleurs, pour Poutine, même s'il a aussi intérêt à geler le conflit, parce que ça lui coûte très cher, parce qu'il faut qu'il se régénère, parce que 3 ans, c'est quand même long, il n'a pas fini avec ce résultat-là, c'est pas satisfaisant. Il n'a pas conquis tout le Donbass, c'était pas l'objectif initial. Est-ce qu'il peut accepter que l'Ukraine, à l'issue de ce conflit, soit finalement plus arrimée encore à l'Ouest, Europe et il ne peut pas l'accepter, et c'est pour ça qu'il mène cette guerre hybride contre les Européens et contre l'Occident. Son objectif, c'est d'affaiblir le soutien à l'Ukraine pour qu'au bout du compte, les Occidentaux et les Européens se divisent et que leurs garanties de sécurité ne sont pas crédibles. Et que les garanties qu'ils vont fournir, finalement, ne sont pas très solides et qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, Poutine puisse repartir à l'assaut. Ouais. Vous le voyez comment, vous, Sylvain Kahn, cette trêve possible? Ce que je vois surtout, c'est que, pour l'instant, est-ce que les Européens et les Ukrainiens ont intérêt, y compris en tenant compte de leurs forces et de leurs intérêts propres, à mettre sur la table l'hypothèse qu'ils seraient prêts à envisager cette trêve? Il y en a un qui a essayé de le faire, qui a envoyé un gros signal, c'est le chancelier Scholz. Il a téléphoné pendant 1 heure à Poutine. Voilà. Il a été très critiqué pour ça. Il n'a pas du tout été suivi par les Européens, sauf par Orban, mais qui, si j'ose dire, le précède depuis le début de cette guerre. Et donc, pour l'instant, si on se rappelle de ce qu'on évoquait il y a quelque temps au début de ce débat, moi, il me semble qu'il est trop tôt pour considérer que les sanctions occidentales et européennes en particulier d'une part, et le soutien civilo-militaire à l'Ukraine d'autre part, il est trop tôt pour considérer que les effets produits par ces deux leviers
n'ont pas encore délivré les effets qu'on en attend. D'autant plus qu'on peut, on l'a dit à plusieurs reprises pendant cette table ronde, d'autant plus qu'on peut encore augmenter la pression, même en termes de sanctions. En termes de sanctions, on sait très bien, par exemple, que les Européens, d'une manière ou d'une autre, continuent à acheter des hydrocarbures russes via la Turquie et via l'Inde. Alors même si on sait que ça affaiblit quand même la Russie, disons, on les aide entre guillemets moins, on les finance moins que si on leur en achetait directement, les Européens peuvent encore serrer davantage le nœud coulant des sanctions autour de l'économie russe. Et si on veut bien considérer ce qu'on disait tout à l'heure, que l'économie russe quand même s'affaiblit, moi il me semble que du coup les Européens n'ont pas intérêt à envisager dès à présent un début de négociation. Il faut laisser venir les Russes. Si on poursuit cet effort, et même si on veut bien l'augmenter pendant encore 6 à 12 mois, il n'est pas du tout impossible que ces efforts finissent par payer. Elsa Vidal, à la confluence, quelles sont les conditions acceptables pour les Russes, selon vous ? Pour Vladimir Poutine, en réalité, oui. parce que c'est vraiment lui qui manœuvre ça. Mais les conditions, elles sont très élevées en réalité. Il s'agit à la fois de conserver les territoires qui ont été gagnés, peut-être des petites marges de manœuvre sur certains territoires dans le Donbass, mais tous les territoires qui ont été gagnés, bien sûr la Crimée, et puis de changer le gouvernement et d'obtenir une neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'elle n'entrerait ni dans l'OTAN ni dans l'UE. Et ça, c'est acceptable de l'autre côté ? Non, absolument pas. Et puis surtout, je pense que pour être à la confluence entre vos deux interventions, avant que de parler de trêve, la question d'avoir du personnel de différentes nations européennes présents plus fondamentalement et visible, assumé en Ukraine, ça revient surtout à faire poser sur Vladimir Poutine la responsabilité de décider des frappes sur des cibles où seraient positionnés ces personnels. Et donc ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire maintenant, vous serez informés que nos personnels sont présents. Ce ne sont pas nécessairement des combattants. Il y aurait une sorte vous allez décider de manière délibérée de nous frapper. C'est-à-dire qu'il ne sera plus question de nous faire porter sur nous un risque sécuritaire sur la Russie. Maintenant, donc, la Russie déciderait de frapper nos militaires, et après on pourrait discuter peut-être sur un ton un peu plus élevé de ce choix. Et c'est pas la trêve. Il nous reste 1 minute. Pardon. Patrick Saint-Paul, vous pensez que l'opinion française accepterait d'avoir des troupes qui soient comme ça face à la Russie dans une zone démilitarisée le long du front actuel ? Alors, pas sans cessez-le-feu, je pense, mais si on leur présente les choses différemment de ce qui a été fait au printemps, qui est d'envoyer des troupes au milieu des combats, faire respecter un cessez-le-feu, c'est pas pareil que d'envoyer des troupes en plein combat. Donc, possiblement, ils pourraient l'accepter, mais elle resterait quand même très exposée, parce que, comme on l'a dit, ça restera un conflit larvé. Donc, alors, il nous reste 30 secondes. Mon petit quiz de fin d'émission. Est-ce que vous pensez qu'on aura une trêve ou un arrêt des combats en 2025 ? Elsa Vidal ? En 2025, oui, c'est possible. Oui. Patrick Saint-Paul ? peut-être. Votre pari ? Non. Sylvain Kahn ? Non. Oui, je pense. Nicolas Barotte, oui. Bon, alors, il y a la majorité du côté de l'espoir, en espérant aussi que les conditions de cette trêve soient acceptables, surtout pour les Ukrainiens, bien sûr. Merci à vous 4 pour vos analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.